Alors donc la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de l'exercice dans lequel on devait créer un simulateur de crédit. Donc on avait introduit le package, ou bien l'API Java X.Swing. On a dit que c'est un package qui est utilisé pour créer des interfaces graphiques. Donc on a pris dans un premier cas, donc on avait implémenté l'interface nous-mêmes, c'est-à-dire avec le code on peut l'implémenter de A à Z. Mais on a vu qu'au niveau de NetBeans, donc il y a un assistant drag and drop. Donc c'est un assistant qui permet de construire l'interface juste avec la souris. Et par la suite, c'est lui qui va générer le code. Donc on a dit qu'il y a des limites par rapport à ce code-là. C'est-à-dire qu'il y a des parties qu'on ne peut pas éditer, il y a des parties qu'on ne peut pas modifier, mais il y a toujours des alternatives, il y a toujours on peut contourner cette limite en ajoutant des instructions dans des endroits autres que la fonction qui est désactivée. Donc là, il s'agissait de construire un simulateur de crédit. Ça veut dire on devrait avoir une interface graphique avec un champ de saisie pour le montant du crédit, c'est-à-dire le montant que l'utilisateur veut emprunter. Par la suite, il faut définir le taux et il faut définir la durée en année. De l'autre côté, donc, il y a juste un bouton qui permet de calculer à travers une certaine formule, donc la mensualité que le client il devrait payer à chaque, euh, à chaque mois. Donc on a dit que la première des choses, bon, on avait construit un projet qui s'appelle Crédit Simulateur. Donc si on veut travailler avec le code de A à Z, donc on va créer une Java class. Si on veut travailler avec JFrame Form, c'est une interface avec un assistant donc, qui permet de nous aider dans la création de la fenêtre. Donc là on va l'appeler fenêtre accueil. Bon, on avait construit déjà la première partie, mais on va reconstruire l'interface. Donc ça serait même l'occasion pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc une fois vous créez une JFrame Form, donc il y a un assistant qui va s'ouvrir, il y a une palette avec tous les éléments dont on a besoin, il y a le conteneur, il y a les objets graphiques qu'on peut ajouter dans l'interface. Donc il y a la partie source et la partie design. Donc la partie design, ça veut dire toutes les actions qu'on va faire sur la partie design. Donc il va générer le code correspondant. Donc là c'est le generated code. Donc ça c'est le code qui a été généré. Donc là, on a dit qu'on ne peut pas le modifier. Mais supposons qu'on veut ajouter quelque chose à l'intérieur de la méthode. Donc si on ne veut pas, si on peut pas ajouter à l'intérieur de la méthode, donc on peut juste après l'appel de la méthode, on peut ajouter les instructions. Par exemple, supposons qu'on veut centrer la fenêtre. Donc centrer la fenêtre, on peut utiliser soit une position absolue, soit utiliser une position relative. Donc lorsqu'on va utiliser une position absolue, donc il faut récupérer la résolution de l'écran, il faut diviser par deux, il faut soustraire ou bien ajouter la moitié de la largeur et la moitié de la hauteur. Sinon, il y a une manière plus simple de le faire, c'est travailler avec une position relative. Donc set location relative to, mais on ne va pas spécifier d'éléments, c'est-à-dire on va mettre nul. Et donc dans ce cas, lorsqu'on va exécuter, on va retrouver que la fenêtre qu'il va générer, donc il va se retrouver à l'intérieur ou bien au milieu de l'écran, sans avoir à récupérer la résolution de l'écran. Donc il est en train d'exécuter, donc on va retrouver la fenêtre au milieu. Donc il n'y avait rien sur design, donc on a rien ajouté. Donc maintenant pour revenir au cas de simulateur de crédit, donc il s'agissait d'ajouter ces éléments-là. Voilà, donc on avait construit une GFrameForm. On a dit que la première chose c'est de construire le GFrameForm. On lui a attribué le nom accueil.java. Donc par la suite, on a vu que lorsqu'on crée une GFrameForm, donc il y a deux parties. Il y a la partie source et la partie design. Donc tout ce qu'on va faire du côté de design, on va le retrouver dans la source. Donc tout ce qu'on va retrouver dans la source, donc c'est un code qui a été généré. Donc tout ce code qui est là, dans la méthode initComponent, donc c'est la méthode qui a été générée. Donc il met juste l'indication generated code. Donc ça c'est le code qui va être généré après chaque action qu'on va faire dans le design. La limite c'est qu'on ne peut pas modifier à l'intérieur de cette méthode. C'est-à-dire que si jamais on veut modifier, on va supprimer, donc on ne peut pas éditer cette fonction. Mais on peut la contourner, c'est-à-dire si jamais on avait besoin d'ajouter quoi que ce soit à l'intérieur, donc on pouvait l'ajouter juste après l'appel de la méthode initComponent, parce que la méthode initComponent, elle est appelée une seule fois dans le constructeur de la fenêtre. Donc on peut, si on ne peut pas ajouter à l'intérieur de la méthode, donc on peut juste mettre une instruction après l'appel de la méthode. Donc on a pris l'exemple de repositionner la fenêtre, donc, parce que lorsqu'on veut exécuter par défaut, donc la fenêtre elle est dans l'axe, l'origine du repère, donc il va se positionner de cet emplacement. Ça veut dire qu'on est en train de positionner ce point là, et ça c'est l'origine du repère, donc toujours il va prendre la position 0, 0. Si on veut la déplacer, donc il faut juste récupérer le X
et le Y. Donc si on veut le positionner au milieu de l'écran, toujours quelle que soit la résolution, donc il faudrait à travers le toolkit récupérer la résolution, diviser par 2 et faire des opérations de soustraction avec la moitié de la largeur, plutôt des opérations d'addition, moitié de largeur, moitié d'auteur. C'est plutôt une soustraction. Mais si on ne veut pas récupérer la résolution, donc on a dit qu'on peut travailler avec une position cette fois-ci qui est relative et on va mettre juste le nul. Et donc lorsqu'on va exécuter, donc toujours on va retrouver la fenêtre au milieu de l'écran. Donc quelle que soit la résolution, on va toujours retrouver la fenêtre au milieu. Donc pour revenir à l'exercice, à l'exemple, donc on avait besoin d'un champ de saisie pour récupérer le montant. Donc on va ajouter un label avec montant. Juste à côté, il y a un champ de texte. Un champ de texte dans lequel on va saisir le montant. Et de l'autre côté, donc il y avait juste un label pour l'unité. Donc l'unité c'est en dirham. Juste en bas, il y avait aussi le taux. On avait besoin du taux. Le taux du crédit. Donc pourquoi pour le taux on n'a pas utilisé un text field, un champ de texte? Parce que on a utilisé plutôt un spinner. Donc l'avantage du spinner par rapport au champ de texte, donc là on va choisir le spinner. Donc l'avantage du spinner c'est que dans les propriétés, dans le modèle du spinner, on peut ajouter des restrictions. Par exemple, on peut ajouter des restrictions par rapport au type. Donc on cherche un numéro number. Donc on va choisir comme quoi le type c'est number. Le type qu'on cherche à récupérer c'est un double parce que le taux il est sous forme réelle. Donc la valeur initiale on va dire que c'est 0.1. Step size à chaque fois qu'on va cliquer on va augmenter de 0.1. Le minimum on va dire que c'est 0.1. Et on peut même mettre un maximum. Donc supposons que le maximum c'est 5. Et donc dans ce cas lorsqu'on va exécuter, donc dans le montant on peut ajouter n'importe quel chiffre, mais dans le taux on ne peut pas avoir une valeur qui est inférieure à 0. Est-ce qu'on avait validé? Voilà, donc step size 0.1, initial valeur c'est 0.1. Donc il faudrait juste faire attention avec dans les réels, les virgules et les points. Donc au niveau du code, on met 0.1 parce que la virgule, on ne peut pas l'utiliser dans le code. La virgule, elle est utilisée pour séparer plusieurs variables lorsqu'on cherche à déclarer plusieurs variables de même type. Alors que pour la console ou bien sûr l'interface, il faut plutôt opter pour des virgules et non pas des points. Donc lorsqu'on va exécuter, on va retrouver que le minimum c'est 0.1. On ne peut pas avoir une valeur qui est inférieure à 0. Et en plus de ça, on avait défini que le maximum c'est 5, donc on ne peut pas retrouver une valeur qui est supérieure à 5. Donc ça c'est pour le taux. Donc de même, on va ajouter une unité pour le taux. Pourcentage. Et pour les derniers, donc il y avait la durée. Donc pour la durée, on a utilisé un autre objet. Donc un autre objet qui est plus flexible que le champ de texte. Donc aussi c'était le slider. Donc aussi c'est quoi l'avantage du slider? C'est que ça permet de choisir une valeur dans une plage de valeurs. Là, on va juste ajuster. Donc pour le slider de même, on peut cliquer et on peut choisir un maximum et un minimum. Donc supposons que le maximum sur la durée c'est 25 ans et le minimum c'est 5 ans. Donc lorsqu'on va exécuter, donc normalement on est en train de déplacer le curseur entre la valeur minimale qui est 5 et la valeur maximale qui est 25. Mais le problème avec le slider, c'est que par défaut il n'y a pas de champ de texte qui permet d'afficher la valeur qui a été choisie. C'est la raison pour laquelle ce qu'on va essayer de faire, c'est on va ajouter un label dans lequel on va mettre la valeur en année. Ça veut dire qu'au début, il n'y aurait pas de valeur, mais une fois l'utilisateur il va déplacer ce curseur, on va changer cette valeur. Donc c'est la raison pour laquelle on va ajouter un événement par rapport au slider. Donc là, dans les événements, donc il y a plusieurs types d'événements, mais normalement pour le slider, quand est-ce qu'on va solliciter l'événement? C'est pas comme le bouton. Donc pour le bouton, c'est lorsqu'on va cliquer sur le bouton, mais pour le slider, c'est plutôt lorsqu'on va déplacer le curseur. Donc il faut vérifier, il faut récupérer quel est l'événement relatif au déplacement du curseur dans un slider.
Donc c'est la raison pour laquelle, parmi les événements dont on a besoin, on va choisir state change, c'est-à-dire lorsque l'état du slider changerait, quel est l'événement qu'on doit ajouter. Donc c'est la raison pour laquelle on va déclarer cet événement state changed. Bon, on va revenir pour récupérer le nom du label. On va dire que c'est texte, on va dire texte durée. On va revenir vers l'événement du slider. Normalement, à chaque fois qu'on va changer la durée, qu'on va déplacer le curseur, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, on devrait juste changer texte durée, point, set texte pour modifier son texte. Bon, normalement, on devrait toujours afficher année à la fin et qu'on doit concaténer avec la valeur qu'on va récupérer à partir du slider. Donc, on va récupérer le nom du slider. On va l'appeler slider durée. Donc, slider durée. Donc, toujours lorsqu'on cherche à récupérer une valeur, il faut chercher une fonction qui commence par get. C'est un getter, c'est un accesseur. Bon, c'est pas getName, on n'a pas besoin de récupérer le nom de l'élément, on n'a pas besoin de récupérer la chaîne de caractères texte durée, mais on a besoin de récupérer plutôt la valeur. Donc, il faut chercher la méthode getValue. Donc, getValue, il permet de récupérer un entier. Donc, le slider, contrairement au spinner, donc le spinner, on peut définir autre chose que des valeurs numériques, alors que pour le slider, on ne peut définir que des entiers. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va utiliser getValue, automatiquement la valeur de retour c'est un entier. Et donc lorsqu'on va essayer d'exécuter cette fois-ci, donc on va voir que lorsqu'on va déplacer le curseur, à chaque fois qu'on va déplacer le curseur, on est en train de solliciter la méthode stateChanged, et à chaque fois que l'état changerait, c'est le contenu du label du read on année qui va changer. Donc c'est le premier événement qu'on a ajouté. Donc ça c'est juste dans la partie que l'utilisateur il va saisir. Ça veut dire que c'est la partie dans laquelle l'utilisateur il va saisir la valeur. Bon, on va ajouter un séparateur. Donc le séparateur ça permet juste de séparer ou bien ajouter une séparation dans l'interface. Donc ce séparateur, on n'a pas besoin d'un séparateur horizontal, on veut plutôt un séparateur vertical. Voilà, on va juste l'utiliser pour séparer la partie dans laquelle l'utilisateur il devrait saisir et la partie qui va contenir le résultat de l'exécution. Donc maintenant dans la deuxième partie, donc on va écrire juste un label. Bon, ça, on va se référencer à l'énoncé de l'exercice. Donc après saisie des informations, cliquez ici. Donc demain on va utiliser le même texte. Après saisie des informations, cliquez ici. Donc là on va ajouter le bouton. Donc le bouton c'est lui qui va actionner le traitement, bien qui va actionner le calculer. Bon, on va ajouter un autre séparateur pour afficher le résultat. Donc pour les résultats, on aurait besoin mensualité. Bien sûr, toujours on dira. Et un deuxième label pour réafficher la durée. Bon, normalement la durée, pour calcul de la durée, l'utilisateur il va juste spécifier la durée en année. Mais lorsqu'on va lui afficher la mensualité, donc on va lui demander, plutôt on va lui afficher la durée en mois. Donc c'est en mois. De même on va... Donc juste pour l'événement du slider, ça veut dire à chaque fois qu'on va changer en année, bon on va garder la durée en mois à l'exécution. Bon, ça on va éliminer cet espace qui ne sert à rien. Et même l'espace qui est de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Donc, on a ajouté la partie dans laquelle l'utilisateur va saisir la valeur. Et on va ajouter la partie dans laquelle on va lui afficher le résultat. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit associer un événement au bouton. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va saisir une valeur, il va choisir un temps et une durée. Bon, normalement, cet œil qui est là, c'est juste pour l'aperçu, preview design. Mais les événements, ils ne sont pas pris en considération pour ce preview. Donc, si vous voulez tester les événements, donc il faudrait dans ce cas exécuter et non pas juste avoir un aperçu sur l'interface. Donc lorsqu'on va cliquer sur calculer, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait récupérer les trois valeurs et les insérer dans l'expression qui permet de récupérer la mensualité
et afficher la mensualité sur ce champ de texte. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc c'est la raison pour laquelle il faut associer un événement au bouton. Donc de même, on peut choisir, donc il y a plusieurs types d'événements. Il y a par exemple, on peut choisir comme quoi c'est juste mouse clicked, mais si on veut utiliser un événement global, un événement générique, donc on peut directement choisir Action Performance. Sinon, on peut même ne pas choisir un événement, il suffit de cliquer deux fois sur le bouton et automatiquement il va ajouter la fonction pour le Action Performance, pour l'action effectuée sur le bouton, quelle que soit l'action effectuée sur le bouton, que ce soit à travers la souris, bien à travers le clavier, à travers le raccourci. Donc on a vu qu'il y a la méthode set mnémonique pour le raccourci Alt et un caractère. Donc là, lorsqu'on va essayer d'ajouter cet événement, donc il faut juste cliquer deux fois sur le bouton. Et il faudrait calculer cette formule. Donc le C, c'est le montant. Donc on va essayer de récupérer le C. Donc c'est pourquoi il faut changer. Donc on va essayer de changer les variables. Donc ça, on va l'appeler texte montant. Ça, on va l'appeler spinner pour le taux. Bon, ça, on a déjà mis que c'est le slider pour la durée. Donc la première des choses, il faut récupérer texte montant.getText. Donc on a dit que tout ce qu'on va récupérer d'un champ de texte, c'est une chaîne de caractères. Donc le type de retour, c'est string. Mais on n'est pas sûr, on va essayer de le traiter par la suite. Mais normalement, ce qu'on va récupérer de ce champ de texte, il faut le considérer comme une valeur qui est double. Donc c'est pourquoi il faudrait convertir. Ça veut dire, avant de le mettre dans la variable C, donc il n'y a pas de correspondance, on ne peut pas mettre une chaîne de caractères dans une valeur double. Donc c'est pourquoi il faut opter plutôt pour les méthodes de parse. Donc double.parse double. Donc ça permettrait de récupérer le texte qui a été saisi par l'utilisateur, de le convertir vers une variable double et le mettre dans le double C. La deuxième étape, c'est de récupérer la valeur du taux. Donc pour le taux, donc on a dit que c'est spinner taux.getValue. Donc comme vous pouvez apercevoir, donc au niveau du slider, lorsqu'on avait utilisé getValue, il a permis de récupérer un entier parce qu'on a dit que le slider il est défini juste pour les valeurs entières. Alors que pour les getValue du spinner, il permet de récupérer un objet. Pourquoi cette différence? Parce que dans le spinner, donc dans le modèle, si on peut revenir vers le modèle du spinner, lorsqu'on a essayé de modifier son modèle, il y avait des valeurs numériques, mais on pouvait définir autre chose que des valeurs numériques, des dates, des chaînes de caractères, des objets d'une manière générale. C'est pourquoi lorsqu'on va essayer de récupérer la valeur d'un spinner, donc toujours il faudrait le considérer comme un objet. Et pour le taux, donc de même, on est sûr que c'est un double. Donc d'après la variable, donc c'est T. T égale double point par double. Bon, là on n'a pas besoin de double point par double. Donc on n'a pas besoin de double point par double parce que c'est un objet, c'est pas une chaîne de caractères. Donc pour convertir un objet vers un autre type descendant, vers un type de la classe qui hérite de object, donc il faut juste entre parenthèses spécifier comme quoi on va convertir à une conversion qui est explicite. Donc la troisième des choses qu'il faut récupérer, c'est la durée en mois. Alors que pour le slider, donc il permet de récupérer une durée en année. Donc normalement la durée c'est un entier. Donc c'est la valeur n d'après la formule. Donc n est égal. Bon déjà on va mettre que c'est slider durée. .get value. Et par défaut c'est un entier. On n'a pas besoin de convertir. Donc si on veut supposer, donc d'après la formule, la durée c'est en mois. Donc c'est pourquoi il faudrait multiplier par 12. Donc on a pu récupérer les trois valeurs. Donc par la suite, on va juste essayer de calculer le m. Donc d'après le m, c'est c fois t sur 12. Donc on va essayer de le calculer. Bon, on va déclarer un double résultat, ou bien m, d'après la formule. Donc le premier terme, c'est c fois t sur 12. Le tout divisé par, pour le deuxième terme, donc c'est 1 moins. Et pour le deuxième terme,
Donc c'est 1 plus t sur 12, le tout à la puissance moins n. Donc c'est pourquoi on va solliciter la méthode math.pow. Donc c'est 1 plus t sur 12. 1 plus t sur 12. Bon, on n'a pas besoin de parenthèse parce que la division elle est plus prioritaire que l'addition. Et moins n. Donc on peut écrire moins n comme on peut écrire moins 1 fois n, comme on peut écrire... Bon, il y a plusieurs manières de le faire. On peut mettre directement moins n. Et une fois on va calculer le résultat, donc on doit le mettre dans cette variable. On va dire que texte résultat. Donc une fois on va le calculer, texte résultat point c'est texte. Bon, on va afficher mensualité, deux points. On va le concaténer avec m et de l'autre côté on va mettre entre parenthèses comme quoi c'est on dira. Et donc on va essayer de tester. Bon, pour le spinel, on peut désactiver la saisir comme on peut l'activer. Donc ça permet juste de choisir entre augmenter la valeur par les deux curseurs ou bien directement saisir une valeur. Pour la durée de même, on va la modifier et on va calculer. Donc là, il va afficher la mensualité. Là, on devrait afficher même la durée. Ça veut dire que l'utilisateur, il n'a pas besoin de le calculer à la main. Il n'a pas besoin de prendre le 18 et le multiplier par 12 pour savoir combien d'échéances qu'il devrait payer. Donc on va le calculer automatiquement pour simplifier à l'utilisateur l'accès à cette information. Donc de même, on va essayer de modifier la valeur de la durée. Donc texte, bien, on va dire que résultat, ou bien durée, mois. Et donc lorsqu'on va calculer, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci pour le deuxième champ de saisie. Durée, mois, en cette texte. On va mettre sur une période de et on va afficher donc c'est le n et on va essayer de réexécuter. On va saisir un montant, on va saisir un taux, on va modifier la durée, on va calculer. Donc il va juste calculer le 15 fois 12, donc ça va donner 18. Donc même si on change la durée et on va cliquer sur calculer, donc ça devrait modifier à la fois alors on va modifier à la fois la mensualité et on va modifier la période. Donc ça c'est pour la première partie. Donc ce qui a été demandé dans la première partie, c'est de créer cette application de simulateur de crédit. Mais la première des choses, avant de passer à la deuxième partie, c'est le traitement des exceptions. Donc supposons que l'utilisateur il s'est trompé, il a mis une chaîne de caractères au lieu d'une valeur numérique, ou bien il a introduit un caractère qui n'est pas valide. Et lorsqu'il va cliquer sur calculer, donc qu'est-ce qui va se produire? Donc il y a une exception qui va être générée. Number format exception for input string, c'est-à-dire que cette chaîne de caractères, il a essayé de la récupérer et de faire un parse pour qu'il soit une valeur double. Mais le problème c'est qu'il y a des valeurs, des caractères à l'intérieur, c'est pourquoi il va pas pouvoir le faire. Donc c'est pourquoi il va générer une exception. Mais normalement l'utilisateur, lorsqu'on va lui donner l'interface, donc il ne saurait pas qu'il y a une exception qui a été déclenchée. C'est pourquoi il faut traiter les exceptions. Maintenant, comment on fait pour traiter les exceptions? Donc qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour traiter l'exception? Quel est le bloc qui devrait être ajouté pour traiter l'exception? Voilà, c'est un try catch. On va ajouter le try catch. Donc toutes les instructions, on va les mettre dans un try. Maintenant pour le catch, on pouvait afficher juste un message sur la console, mais l'utilisateur il n'a pas recours à la console, c'est-à-dire il n'a pas accès à la console. Donc là il faudrait lui afficher une boîte de dialogue. Donc pour utiliser des boîtes de dialogue prédéfinies, donc on utilise la méthode, donc déjà la classe c'est GOptionPan.
Par la suite, show message dialogue. Donc il y a plusieurs versions de show message dialogue. La première, c'est avec juste le parent et le message. Ça veut dire que lorsqu'on va mettre 10, c'est la fenêtre avec le message. Par exemple, erreur de saisie. Erreur de saisie. Donc pourquoi le 10? Ça veut dire que lorsqu'on va exécuter la fenêtre, on va le bloquer. Donc on va le vérifier. Lorsqu'on va exécuter et on va se tromper dans la saisie et on va cliquer sur calculer, ça c'est le goption.show message dialogue. Pourquoi on a mis le 10? Parce que ça permet de bloquer la fenêtre. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir à la fenêtre avant de valider le bouton. Avant de fermer la fenêtre, la boîte de dialogue en appuyant sur le bouton. Donc c'est pourquoi il faut toujours afficher sur les goption.pan. Donc il y a d'autres versions pour show option dialogue. Il y a par exemple celle qui permet de définir aussi le titre de la fenêtre, de la boîte de dialogue, et aussi le message type. Et on peut même ajouter une icône. Par exemple, lorsqu'on va mettre titre, on va dire que titre c'est erreur. Et pour le type du message, donc on peut travailler juste avec des entiers. Donc ce sont des entiers entre 1 et 4. Donc lorsqu'on va mettre 1, et on va essayer d'exécuter. Donc le 1, ça veut dire qu'on va afficher cette icône. Ça veut dire c'est comme cette icône, elle est utilisée pour les informations. Si on le change et on met au lieu de 1, on va mettre une autre valeur, 2 par exemple, et on va exécuter, on va voir que l'icône, ça va changer. Par exemple pour un warning. Mais normalement, on devrait chercher l'icône pour l'erreur. Donc on va réexécuter. Donc le 3, je pense que c'est relatif à une question. Donc de même, on ne va pas l'utiliser. Donc on va utiliser l'indice 0. On va voir quel est. Voilà, donc indice 0, donc c'est pour un message, donc c'est communicant qui est associé à l'erreur. Comme ça, l'utilisateur, donc le titre c'est error, on l'avait utilisé ici. La chaîne de caractères qui devrait être saisie à l'intérieur de la boîte de dialogue, donc c'est erreur de saisie, on vient de la définir. 10 pour dire que la fenêtre elle est bloquée, on ne peut pas revenir à la fenêtre avant de fermer cette boîte de dialogue. Et le 0 c'est en référence à cet icône qui est là. Donc ça s'applique pour, bon, pour les sliders et spinners, on est sûr que ça ne va pas générer d'exception parce qu'on a obligé l'utilisateur à utiliser une valeur qui est entre 0 et 5. Et en plus de ça, c'est une valeur qui est double. Et en plus pour le slider, l'utilisateur il ne va pas se tromper. On est sûr qu'il va choisir une valeur qui est à la fois entière et qui est entre 5 et 25. Donc on est sûr que l'utilisateur il va pas se tromper. C'est pourquoi l'erreur, ça peut venir juste de la saisie du montant. Et de même, puisqu'on est sûr que l'erreur, ça va venir juste de la saisie du montant, donc on va dire que erreur saisie montant. Comme ça, l'utilisateur, il saurait que l'erreur vient de la saisie du montant. Donc pour la deuxième partie, il s'agit là d'associer des événements aux différents éléments, pas juste pour le bouton, mais pour les 3 éléments, de telle sorte à dire que lorsqu'on va modifier la valeur du montant, modifier la valeur du taux ou bien de la durée, automatiquement la mensualité devrait être mise à jour automatiquement sans avoir à recliquer sur le bouton. Donc on a dit que si jamais on change dans la durée, automatiquement on va changer dans la valeur. Ça veut dire que dans les 3 éléments, que ce soit le champ de saisie, le spinner ou bien le slider, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, donc normalement ces instructions, ils vont se répéter. C'est pourquoi on va les mettre dans une méthode pour ne pas avoir à réécrire le code plusieurs fois. Bon, on va déclarer une méthode public void calculer résultat. On ne va pas lui donner de paramètres, tous les paramètres ils sont sur la partie graphique. Donc il va juste calculer et mettre à jour le contenu. Donc pour le bouton, on va appeler la méthode calculer résultat. À chaque fois qu'on va changer dans la durée, on va changer le contenu du champ de texte, le label qu'on vient d'ajouter pour ajouter une indication pour avoir une indication sur le nombre d'années. Et en plus de ça, on va calculer le résultat. Même pour le spinner, donc on va essayer d'ajouter l'événement state changed et on va calculer aussi le résultat. Ça veut dire que ça va revenir à solliciter le même événement, la même fonction pour les 3 éléments. Ça veut dire que si jamais on va écrire un montant, on va saisir, plutôt on va choisir une valeur et on va changer de durée. On va calculer la première fois.
À chaque fois qu'on va changer dans le temps, donc automatiquement la valeur il va se changer. Et de même, à chaque fois qu'on va changer dans la durée, donc la valeur il devrait être mise à jour. Maintenant, pour le champ de texte, c'est pas state changed. On va dire qu'à chaque fois qu'on va écrire une valeur, ça va permettre d'afficher ou bien de calculer le résultat automatiquement. Donc là, c'est un autre type d'événement. Donc on a dit qu'il y a un événement cart update. Cart update, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va modifier le contenu du champ de texte. Donc lorsqu'on va exécuter, donc à chaque fois qu'on va ajouter, voilà, à chaque fois qu'on est en train de modifier, donc la valeur de la mensualité elle s'affiche. Donc par défaut c'était 25 ans, par défaut c'était le taux 0,1. Donc à chaque fois qu'on va modifier dans le temps, à chaque fois qu'on va modifier dans la durée, à chaque fois qu'on va modifier dans le montant, donc ça permettrait d'afficher la valeur. Bon, sauf qu'ici, par exemple, supposons qu'on ne veut pas considérer les montants qui sont inférieurs à 10 000 ou bien qui sont inférieurs à 5 chiffres. Donc là, on peut ajouter un test. Ça permettrait juste d'optimiser. C'est-à-dire if, bon, il faut juste récupérer le nom de cet objet. Donc on l'avait appelé texte montant. If text montant point get text. Donc on va récupérer la longueur. Donc quand est-ce qu'on va calculer le résultat? Lorsque cette valeur elle est supérieure, bon, disons égale à 5. Comme ça, c'est à partir de 10 000 dirhams qu'on va calculer le résultat. Donc ça permettrait juste d'optimiser et avoir une condition sur le montant minimal pour emprunter. Donc par exemple, on va mettre le taux, on va le mettre à 4,5. Donc pour 10, il ne va pas modifier. Pour 100 de même, pour 1000, il ne va pas le faire. Mais une fois on est sur 5 chiffres, donc il est en train de modifier. À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, donc il va modifier. Bon, le E qui va s'afficher, donc c'est pour la notation scientifique. Ça veut dire que c'est cette valeur multipliée par 10 à la puissance 10. Et la durée de même, une fois on va modifier, donc il va modifier la durée en mois.